Bonjour à toutes et tous, je suis Nicolas Croquet, je suis le directeur artistique du dispositif Le Sismographe qui organise cette rencontre, qui organise également l'exposition en commun à côté Le Transect, cartographie sensible. Le dispositif Le Sismographe traite de thématiques culturelles, sociétales à travers 3 prismes, artistiques, citoyens et scientifiques. On a donc créé avec l'association Il fallait bien innover ce dispositif pour essayer de concentrer un peu nos actions transfrontalières, puisque c'est des actions transfrontalières, sur la métropole du Grand Genève, essayer de créer quelque chose d'un peu systématique sur l'art et la participation. Et puis au gré des rencontres, on se rend compte qu'il y a plein d'autres structures, d'autres organisations qui travaillent, que ça soit dans l'art, mais aussi dans l'urbanisme, dans les différentes collectivités qu'on peut retrouver en France, en Suisse, les services qui travaillent sur ces thématiques, sur cet aspect collaboratif, sur la participation citoyenne, sur trouver des nouveaux outils innovants, comment aller se parler, parler aux gens, prendre des décisions, insuffler un peu de démocratie dans des espaces de décision qui jusqu'ici sont réservés simplement à certains. Et on s'est dit que c'était intéressant, dans le cadre de cette exposition Le Transect, de faire une petite rencontre autour de l'art et de la participation, de comment certaines organisations utilisent l'outil artistique sur le terrain et d'autres qui l'étudient. Donc je vais passer la parole à Firenze Gamba, qui va être notre MC ce soir, qui va organiser cette discussion. Et je vous remercie infiniment, je vous laisserai vous présenter. Je vous remercie infiniment d'être là ce soir pour nous. Bon, ça marche, oui. Merci Nicolas et merci à les personnes qui sont ici aujourd'hui, aux intervenantes et à l'intervenant. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici. Tout d'abord parce que c'est déjà quelques années qu'on collabore avec Nicolas et son association et tous les groupes qui travaillent à cette belle initiative. Donc, c'est vraiment un plaisir de voir le travail qui s'achève et se développe et passe à d'autres choses. Donc, c'est vraiment très intéressant de le voir. En plus, je pense qu'ici, c'est vraiment un cadre exceptionnel pour traiter de ce sujet. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être dans cette salle. Et encore, on parle de participation. Donc, on a des artistes et des sociologues et des gens comme moi qui sont un peu, pas des artistes, peut-être des sociologues, mais d'autres choses aussi. Donc, les sujets de la soirée, le titre de notre rencontre, c'est Cartographier les appétences, l'art et la concertation. Donc, on parle de participation. Et cela me suscite quelques curiosités que je vais tout de suite à manifester à notre participant et participante. Donc, tout d'abord, quand on parle de participation, moi je sais très bien qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la science. La science participative a des dynamiques qu'on connaît, que je connais plutôt bien ou alors assez bien. Quand on parle de l'art participatif, ça change un peu, parce qu'on se pose des questions. Moi, j'ai, une rétroconnaissance qui peut-être m'oblige à faire des détours. Qu'est-ce que c'est l'art? Est-ce que l'art doit avoir une fonction sociale ou alors c'est l'art par l'art? On laisse de côté, même si j'ai réfléchi à ça. Mais quand je pense à l'art participatif, je me pose la question, et c'est la question que je pose aux artistes, est-ce que c'est quelque chose de un peu différent par rapport à l'intervention du public qu'on a déjà dans l'art, non? Dans les musées, c'est déjà prévu que les publics a une posture active, que c'est plus la passive qu'on avait avant, quand l'œuvre d'art avait son aura et on
était vraiment des spectateurs. Mais je pense qu'il y a une petite différence entre le fait d'intervenir, peut-être dans une performance, et de participer. Alors, la question que je me pose et que je vous pose, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on entend quand on réclame la participation du public dans des actions d'art? Et surtout, quel est le contexte de cette performance, de cette initiative, de cette action participative? Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très contente et enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si on réclame la participation, en tout cas on la propose. Il est vrai que quand on parle de projet participatif, on peut entendre différentes choses. Un projet participatif, en tout cas dans le secteur culturel et artistique, est un projet qui se réfléchit dès le départ en lien avec le territoire dans lequel il est initié. Il y a une relation finalement très géographique avec l'endroit où on va travailler culturellement. Donc il est vrai que déjà un projet participatif, pour moi, dans le secteur culturel, étant médiatrice culturelle au sein de différents projets participatifs depuis maintenant une petite quinzaine d'années, on part du territoire et aussi des réalités de ce territoire. Donc en proposant effectivement un projet à des habitants, à des passants, à des personnes qui connaissent le secteur culturel ou qui en sont peut-être très éloignées, mais en tout cas on propose une idée dans un territoire, avec comme fond, et surtout comme toile de fond, mais surtout une toile qui est très présente, le projet culturel. Donc c'est vrai que le contexte, pour moi, il est géographique, il est social, il est humain, et bien sûr, il est artistique. Bonsoir. Donc je m'appelle Iris Meyer-Hans et je viens de Destination 27. Donc on est une association, je ne suis pas non plus une artiste. Donc tout comme Melinda, je suis aussi médiatrice culturelle. Et à Destination 27, mais on développe des projets de médiation culturelle au long cours, avec en général des publics qui sont dans une situation de difficulté pour une raison ou une autre, économique, sociale ou autre. Et c'est vrai que donc nous, on n'invite pas tant à de l'art participatif, même si ça peut arriver, mais on invite plutôt à la participation culturelle dans un projet culturel, probablement un peu dans le même sens que tu l'entendais, Melinda. Et puisque la question était qu'est-ce qu'on demande, quelle est la motivation là derrière, je pense, en tout cas pour nous, c'est vraiment une conviction que je crois que, Nicolas, tu as utilisé le terme instrument avant. Je pense que c'est une conviction que cet instrument de l'art, en fait, il y a quelque chose qui peut être amené en plus, qui peut vraiment qui peut vraiment être un levier de participation citoyenne, d'implication dans un projet, et qui peut permettre à des personnes, quelles qu'elles soient, en fait, à ouvrir un peu le champ des possibles, à avoir des perspectives différentes sur la vie, sur la société, et puis ensuite à faire groupe et à échanger avec d'autres personnes autour de ça. Donc c'est vraiment ce côté, je dirais, du pouvoir, un petit peu, moi j'aime bien l'appeler un peu magique, que l'art peut avoir dans un groupe, quel qu'il soit. Et c'est cet instrument-là, c'est cet outil du pouvoir magique de l'art pour fédérer, pour échanger, pour débattre, pour se frotter d'une manière dont on n'y arrive peut-être pas dans les instances professionnelles, économiques ou politiques qui sont celles dans lesquelles on attend peut-être parfois la participation. Sandro Cataccini, le sociologue. Alors, là, je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'art participatif quand on est sociologue et on essaie d'étudier pas seulement la société, mais l'urbain et la ville? Est-ce que c'est quelque chose qui peut aider, qui nous donne je me permets d'utiliser les nous, qui nous donne des aperçus, des aides? Je ne veux pas dire des solutions, mais des indications peut-être. Peut-être même des solutions.
peut-être une des solutions. J'ai, ces dernières années, observé beaucoup de projets dans beaucoup de villes et qui viennent d'en bas, qui sont liés d'une certaine manière à la réappropriation de l'espace par les citoyens et les citoyennes, par les utilisatrices et utilisateurs de l'espace. Et ce qui m'a frappé tout d'abord dans ces projets est qu'ils commencent souvent avec une espèce d'intervention artistique, si on peut l'appeler comme ça, ou une intervention qui est décalée au regard de l'espace. Et en analysant ces différents moments d'intervention et ce qui est né après surtout, ce qui est sorti, c'était toujours un peu la même chose. C'est l'artiste qui intervient dans un espace est en train de créer une espèce de dissonance cognitive qui prend en considération ce que l'espace est, peut-être n'est pas, ou qui n'a pas de signification, et ce qu'il pourrait être. Et cet décalage cognitif est libératoire de beaucoup de dynamiques autres. On regarde l'objet d'une autre manière, on regarde l'espace d'une autre manière, et là s'ajoute l'élément que pour moi est très important dans l'explication près de ce qui se passe, c'est-à-dire souvent, pas toujours, l'espace gagne une nouvelle signification grâce au fait que le travail de l'artiste, ou le travail créatif, si on peut l'appeler comme ça, est considéré comme un travail important à respecter. Donc, l'impact est plus important quand il y a une culture du respect, de l'intervention artistique, évidemment, qui est nécessaire, mais peut être ensuite aussi devenir une intervention qui a quelque chose comme une sacralité. Je prends des exemples. C'est un centre à Pristina qu'on a analysé, Thermokis, il s'appelle. Il est occupé d'abord, puis on invite des architectes et des artistes et on dit ok, retapez, refaites quelque chose de cet espace. La commune est très préoccupée, il veut en fait intervenir avec la police, jeter les gens dehors, mais du coup qu'il y a une intervention artistique les fait bloquer dans leur intervention et tourne un regard d'une population sensible à l'intervention artistique sur ce lieu occupé. Et la discussion démarre, la discussion autour du sens de l'intervention, de la beauté de l'intervention, la transformation de l'endroit à cause de cette intervention occupe l'espace public. Et c'est là le moment où ça devient du coup, qu'il y a du coup cette dissonance cognitive. Là. C'est un truc moche, mais en fait, il est plus si moche. C'est un truc qui n'a pas de sens, mais du coup, il est rempli de sens. Et c'est là où l'attitude de la commune à l'égard de libérer cet espace de ses occupants a changé. Ils ont dit, OK, vous pouvez rester encore. Et puis ça s'est stabilisé. Et c'est parti de ce lieu-là, aujourd'hui, un centre de quartier, toute une série d'initiatives qui sont aujourd'hui situées dans le monde de l'art participatif ou de la création à travers le groupe qui se fait, qui le rend des lieux qui a eu du coup un succès incroyable jusqu'à l'invitation à la Documenta à Kassel. Donc ils sont allés, ces jeunes, et qu'ils ont fait leur manière de faire art avec ce qu'ils ont, avec le recyclage, avec la dissonance. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes, quand ils étaient à Kassel? Ils ont fait une soupe populaire au milieu de Kassel. Ils ont cuisiner pour donner à manger aux pauvres. Donc, ils viennent de Pristina, ils s'installent à Kassel et ils donnent à manger aux pauvres, ce qui crée de nouveau la dissonance de l'intervention. Puis, ils ont fait une deuxième intervention, action à Kassel, toujours. Ils ont cherché tous les objets qu'ils ont trouvés dans la rue qui ont été jetés, donc des objets, en fait, qui n'avaient aucune valeur. Ils les amènent devant la Documenta, ils les empilent et ils commencent à construire des histoires autour des objets jetés qui ont du coup une âme, parce qu'ils ont une histoire, ils ont une narration. Alors c'est ce type de choses, et je pourrais continuer avec plein d'autres exemples, mais ça c'est juste Thermokis comme un des exemples. Donc je pense que souvent pour débloquer des dynamiques, pour re-rendre la ville ou l'espace à qui les utilise, à donner du sens à l'espace,
cette intervention décalée est fondamentale pour transformer les dynamiques urbaines. Donc une solution. Merci. Naturellement, je pose des questions, mais vous pouvez réagir directement. Hein. Je ne veux pas monopoliser la chose. Donc, si vous voulez, vous pouvez réagir. Je pense que la question de l'espace, c'est vraiment très intéressant. Si vous n'avez rien à, comment dire, à dire à Sandro en réponse, moi j'ai une curiosité. Et je voudrais poser la question à Iris. Avant de revenir sur l'espace, quand on parle de ces projets où vous avez une fonction de médiation culturelle et on pense à la participation et normalement, je pense qu'il y a l'occasion de voir beaucoup de différences entre les participants. Et je me pose la question, comme je pense et je travaille sur la ville des différences, est-ce que ces projets sont conçus et adressés à une population, un public spécifique? Est-ce que les différences sont comprises? Il me semblait d'avoir déjà des anticipations par rapport à ce que vous avez dit avant, mais est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de inclure les différences, ou alors ce sont des projets axés sur un public spécifique? Alors je pense que ça dépend vraiment des projets. Dans notre expérience à Destination 27, la majorité des projets qu'on mène, c'est plutôt des projets qui sont menés en partenariat avec une structure sociale. Donc pour des publics qui peuvent être, qui sont rassemblés par un dénominateur commun qui fait qu'ils sont en lien avec une structure sociale. Évidemment, il y a une très grande diversité, il ne se limite pas à ce dénominateur commun, mais on a des projets, par exemple, avec le Centre de la Roseraie à Genève, donc, qui accueille des personnes migrantes. On a fait un projet à Aigues-Vert avec des personnes en situation de handicap mental. On fait un projet actuellement aussi, par exemple, avec l'association AVEC, qui travaille avec des femmes victimes de violences en couple. Donc, en fait, on a souvent... parce que notre point de départ, en fait, ce n'est pas tellement l'art qui est le point de départ, c'est les participants et les participantes. Et nous, on se situe vraiment un peu à mi-chemin entre le social et la culture. Et donc, on va inviter les participants et les participantes d'une structure sociale à co-construire un projet avec nous. Après, il y a différentes formes, soit des formes qui sont complètement ouvertes, où il n'y a absolument aucun objectif prédéfini, puis on le décide ensemble avec le groupe, soit où il y a déjà un objectif, par exemple, créer une exposition d'art contemporain. Ça, c'est le dispositif Art Truck, qu'on a déjà mené 3 fois à Genève, donc à Aigues-Vert, dans un EMS avec des personnes âgées, et à l'écoquartier de la Jonction. Donc dans ces cas où on est plutôt avec une structure sociale, c'est vrai que là, l'idée est plutôt de vraiment permettre à des personnes de s'investir sur plusieurs mois, voire sur 2 ou 3 ans dans certains projets, pour construire ensemble et puis ensuite présenter ce qu'ils auront construit très souvent à d'autres publics, qui sont leurs publics à eux. Donc c'est vraiment ensuite la voix de ce qu'ils ont envie de dire, de ce qu'ils ont envie de porter, éventuellement des artistes avec lesquels ils ont envie de travailler mais qui vont se mettre à leur service, peut ensuite être partagé avec d'autres publics. On a eu le cas à l'écoquartier de la Jonction, qui est un petit peu différent. Là, on a essayé d'inviter tous les habitants, enfin de créer un groupe d'habitants et d'habitantes de l'écoquartier, qui est donc un quartier, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, où il y a vraiment une assez grande mixité sociale, avec un immeuble qui est de la CODA, donc avec des personnes qui ont probablement l'habitude d'être déjà dans du participatif, qu'on pourrait peut-être qualifier plutôt un peu bobo, plutôt artiste, plutôt intéressé au culturel, et puis l'immeuble en face, qui est un immeuble de logement social, avec des personnes qui n'ont pas choisi d'être là, qui viennent avec un certain nombre, aussi s'ils sont placés là, c'est qu'ils ont des difficultés économiques, voire d'autres difficultés. Et là, on a eu en fait beaucoup de difficultés
à arriver à créer un groupe mixte. On a cherché, mais on n'a pas réussi en fait à vraiment, malgré de nombreux efforts, on a été faire du porte-à-porte à chaque appartement en fait, de l'immeuble, mais on n'a pas réussi au final à vraiment impliquer des personnes de cet immeuble, probablement parce que la proposition en fait était trop contraignante, elle demandait trop d'implication, elle demandait une dizaine de rencontres sur plusieurs mois, et c'était probablement une demande qui ne pouvait pas rencontrer les contraintes des personnes qui vivaient dans cet immeuble de cette manière-là. Donc on va vraiment plutôt travailler avec des intermédiaires qui sont les structures sociales avec lesquelles on est en partenariat. Mais j'ai une question aussi pour Mélida. Alors, on a parlé plutôt des projets proposés, mais la question qui m'intéresse aussi, c'est qu'est-ce que les participants expriment, qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils participent à ces projets. C'est quelque chose qui est, par rapport à laquelle vous avez un retour. Pourquoi les gens vont participer à des projets comme ça? C'est une question de bien-être, d'être ensemble, de se sentir en communauté. C'est intéressant pour nous de comprendre pourquoi ces genres de projets, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, ont des succès normalement. Alors, déjà pour rebondir, je vais vous répondre, mais pour rebondir un petit peu sur ce que disait Iris, effectivement, tout dépend des projets concernant la mixité des publics et la possibilité de créer des groupes, on va dire, hétéroclites. Mais il est vrai que, pour vous répondre, le participant est vraiment au cœur du projet. Et qu'est-ce qui l'amène à venir participer à un projet participatif? Différentes raisons. Avec l'expérience d'avoir travaillé avec différents groupes d'habitants dans différents territoires ou dans différents pays, les choses se regroupent de manière assez semblable. On a des participants qui souhaitent participer à un projet culturel parce qu'ils ont cette appétence pour la culture, pour l'art, ils ont envie d'en être, donc de participer au projet, de rencontrer un artiste. Et puis on a des participants qui vont être là pour casser un petit peu la routine dans laquelle ils sont, certains pour retrouver du lien social, humain, amical. Donc c'est vrai qu'il y a différentes raisons pour lesquelles les participants s'investissent dans des projets participatifs. Effectivement, il y a des projets qui demandent des investissements plus importants. Comme le disait Iris, on a des projets dans lesquels les habitants sont invités à plusieurs rencontres, à être plus disponibles que sur d'autres projets. Et c'est vrai que c'est une sorte de contrat en fait, entre nous, vraiment, entre guillemets, le contrat, mais de se dire, voilà, nous, on va essayer de développer avec vous un projet sur le territoire, mais le projet ne peut exister sans vous, sans les participants. On parlait beaucoup d'espace tout à l'heure. La base est comme le participant, et bien sûr, le projet culturel. Un projet participatif sans une vraie base solide ne tient pas très longtemps. Et les participants s'en rendent très vite compte. Donc c'est important d'avoir ce contrat aussi éthique avec les participants, de se dire, voilà, on sollicite les gens, on leur demande du temps, on leur demande d'être présents à des rendez-vous, on leur demande vraiment d'être investis dans ces projets. Donc nous, de notre côté, les équipes culturelles, artistiques, sociales, on doit aussi être solides dans le discours et dans la proposition culturelle qu'on amène. Et un projet participatif qui va au bout est aussi un projet participatif où les participants ont retrouvé ce qu'ils cherchaient, soit reconnecter avec la culture, reconnecter avec l'humain. Voilà, il y a différentes raisons qui les amènent, mais c'est ce qui donne un projet réussi au final. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup où le démarrage, ça peut être aussi juste une curiosité, où on se dit, je vais aller voir. Et puis, en fait, la motivation, elle vient en cours de route. Elle vient au cours de rencontres, de tout d'un coup, de se retrouver confronté un peu à de l'inconnu, souvent. En tout cas, pour des publics qui n'ont peut-être pas la familiarité avec les institutions culturelles et les milieux artistiques, ça peut aussi être un peu ce côté, en fait,
j'ai l'impression que je ne comprends pas, mais là, tout d'un coup, je me sens à l'aise pour venir et puis pour exprimer cette curiosité, et puis que ça peut venir un peu en cours de route. Mais une des choses que tu as évoquées qui, pour moi, est vraiment primordiale, c'est ce côté éthique, et qui est une attention qu'on doit avoir en fait à tout moment, de ne pas tomber dans... Parce qu'on pourrait parfois, si on a vraiment que l'objectif artistique et une réalisation au bout du projet et qu'on veut atteindre, on pourrait parfois, même sans le vouloir, mais tomber dans une sorte d'instrumentalisation, ou d'autant plus avec des publics qui sont dans une situation de fragilité. Et là, c'est vraiment une attention de tout moment qu'on doit avoir pour garder aussi cette éthique, et puis de garder cette liberté, en fait, de ne pas chercher à amener les participants ou les participantes quelque part, mais vraiment d'être ouvert à leurs envies, à leurs propositions, même si ce n'est pas forcément ce qui entre dans le cadre peut-être de nos choix artistiques ou de nos choix de résultats, en fait. Il ne faut pas que cette obligation de résultat amène ensuite à ce risque d'instrumentalisation. Merci beaucoup. Cette référence à résultat me permet de poser la question suivante à Sandro. Je sais que tu as un peu, comment dire, analysé quelques restitutions des ateliers, des choses qui ont été faites. Et donc, je pense que c'est intéressant d'avoir ton impression par rapport à ce que tu as analysé ou alors lu, vous. J'avais prévu 2 heures pour travailler sur ces restitutions. J'ai réalisé après très peu de temps que j'aurais besoin de 3 jours. Et donc, du coup, je ne suis pas arrivé très loin. Mais ce qui est intéressant dans ce type de textes qui sont liés à des lieux, à des expériences de participation bassoy, quelque part, on peut l'appeler comme ça, est tout d'abord ce que vous avez dit avant, la curiosité qu'il y a, qui fait que des gens de tout type commencent à parler et à raconter ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment. C'est pas quelque chose qui est lié à 6 heures, il y a la séance de planification où tu peux participer, raconter qu'est-ce que tu veux dans ton quartier, puis on va voir si on le fait, non? C'est quelque chose qui part avec une bassoy où tu racontes, tu rigoles, tu dis des choses bizarres. Il y a beaucoup d'interventions qui parlent d'un monde qui n'est pas là, en fait, d'un monde d'une utopie de beauté. Ça, c'est donc une première chose que j'ai vue, la curiosité. Éveiller la curiosité, le début de la participation. Éveiller la curiosité par des dynamiques où il y a quelque part une restitution artistique, à la fin, respect du coup des gens qui participent. Donc tu entres dans une logique virtueuse. Tu fais parler des gens et tu leur dis on t'écoute. Et il y a quelque chose qui reflète ce que tu as fait. C'est ce petit jeu qu'il y avait dans cette magnifique intervention organisée par nos amis. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est là, c'est plutôt un regard que j'ai sur les différents lieux d'intervention. Tu sens de ce que les gens disent du lieu, s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas le lieu. Donc le quartier ou la place, l'endroit où cette participation a lieu, se reflète dans la manière dont les gens en parlent, dans la manière dont on en parle, d'une manière de l'aimer, de vouloir le transformer, de vouloir le rendre comme il était avant aussi, avec plus de temps pour se retrouver, plus de temps pour faire des choses ensemble. Et ça, c'est pour nous évidemment très parlant, parce que ça signifie que participer à je sais pas quoi, aux lignons, participer aux jonctions, c'est une autre chose. C'est le contexte qui préstructure en fait la manière dont penser. Ça signifie, en d'autres termes, que ce que les gens disent, même si c'est du bassoy, même si c'est d'une intervention extrêmement fine sur le territoire, qu'il y a là une compétence analytique partagée des gens qui utilisent le territoire. Donc c'est
c'est tout à fait crédible ce qui est dit. C'est tout à fait, je dirais pas homogène, ça serait trop de dire, mais il y a une certaine homogénéité dans la manière de parler du même endroit, des gens qui viennent de différentes histoires, de différents âges, de différentes origines même, de différentes problématiques qui rend ce type d'instrument pour moi un peu le début d'une réflexion sur comment transformer tout court la participation dans la ville, comment transformer tout court ce système qui est devenu un peu alibi de demander à tout le monde ce qu'il pense dans un instrument de création de curiosité, de participation continue à ce qui est la place, le quartier, c'est égal au fait ce qu'on veut changer, transformer. C'est pour l'analyse. Après, je peux continuer sur... Bien sûr. Je peux... Ok, alors évidemment, ça c'est tout un projet, et ça c'est des débuts de projet, comment faire de la participation bassoy, pour le dire d'une manière très technique. Elle doit partir de la création de curiosité, donc là l'intervention artistique est importante, que ça soit sobre et bien fait et crédible et dans un espace qui par l'espace construit crée du respect. Ça c'est certainement des éléments pour que les gens viennent avec la curiosité à voir qu'est-ce qui se passe là. Donc je pense que c'est quelque chose de très banal. Et puis effectivement, la chose qui est très importante, que ça ne doit pas être lié à une temporalité fixe. C'est-à-dire, aujourd'hui, journée de la participation, soirée de participation, mais que la participation devient quelque chose de continu. Et comme c'est la ville un lieu de changement continuel, comme c'est la planification, quelque chose qui ne se termine jamais. En d'autres termes, passer d'une logique de planifier et faire à une logique continuellement planifier, continuer à faire des choses. C'est un peu l'exemple de Thermokis que j'ai dit avant, évidemment, mais on a vu plein d'autres exemples. On avait à Hambourg un container qui était placé en plein Saint-Pauli. Et c'était écrit lieu de planification. Les gens ne savaient absolument pas qu'est-ce qui se passait. Mais après 2-3 ans, tous les habitants du quartier où il y avait ce truc savaient qu'est-ce qui se passait là-dedans. Parce que tu pouvais aller prendre un café, tu pouvais aller discuter avec des personnes, tu pouvais leur dire qu'est-ce qui allait pas bien, tu pouvais leur dire même qu'au 2e étage, il y a une personne qu'on n'a plus vue depuis un mois et qu'on est très préoccupé si on peut faire quelque chose. Donc un lieu de planification infini, de lieu infini, si vous l'appelez ça comme ça, un lieu qui n'est pas imposé. D'ailleurs, c'était une initiative bottom-up, comme Thermokis, ça vient d'en bas. Il n'y a pas besoin du maire qui dit « j'ouvre aujourd'hui le lieu on appelle ça centre de quartier, tout de suite assistance sociale ». Mais c'est un lieu que du coup devient un lieu à eux. Ok, cette Planbude n'existe plus, mais à la place, ils ont fait la Wohnstube. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'on était à la Wohnstube. Oh, c'est un petit magasin qui, chaque jour à 4 heures, ouvre, où tu peux aller boire des cafés. Et Wohnstube, c'est le salon du quartier. Il y a des sofas, tu peux t'asseoir. Il y a par hasard un artiste qui travaille dedans avec des choses un peu bizarres qu'elle fait, mais c'est un détail. Mais tu es dans un lieu où tu es accueilli quand tu as besoin d'être accueilli et pas quand on te demande ce que tu penses. Alors je pense vraiment que cette expérience-là, c'est la démonstration de la nécessité d'aller vers une planification bassoy, mais aussi la démonstration qu'on doit tout le temps offrir la possibilité d'éveiller la curiosité, d'entrer en discussion sur comment vivre mieux là où tu vis. Merci. Ce que tu viens de dire, surtout par rapport à ton analyse, ça me fait penser à peut-être un aspect complémentaire. Tu as dit que en lisant les contributions des participants et des participantes, on peut comprendre si les gens se sentent bien ou pas bien dans un quartier. Je pense aussi que dans cette manière de donner la possibilité de s'exprimer, il y a aussi, une possibilité d'ouvrir à l'imaginaire. Parce qu'on peut avoir des réponses qui effectivement ne sont pas des réponses qui concernent des choses qu'on peut réaliser, qui sont vraiment des fantasies, des projections fantastiques.
Mais là, c'est un aspect également important si on pense à la créativité liée à la ville, qui ne donne pas des solutions pratiques, évidemment, parce que ces gens ne proposent pas des solutions qu'on peut réaliser, mais ils donnent vraiment, comment dire, la mesure, l'ambiance de qu'est-ce que c'est désirable dans une ville et qu'est-ce que rend les gens, les personnes heureuses dans une ville. Alors, ça peut être pas vraiment utile tout de suite pour la planification, mais peut être, comment dire, un fond important quand même de considérer. Et d'ailleurs, il y a pas mal de scientifiques qui travaillent sur ça et qui tiennent en considération ça. Donc, c'est quelque chose que je pense est intéressant aussi à considérer. Je pense que j'ai encore des curiosités par rapport à l'espace, mais avant de vous poser des questions sur cet aspect-là, je voudrais poser la question sur les langages de l'art. Et c'est une question très terre-à-terre, hein, je le dis. Mais dans votre expérience, quels sont les langages artistiques ou expressifs, on peut dire comme ça, que vous utilisez ou vous voyez utiliser dans vos projets. Je ne sais pas, ce sont des aspects plus visuels ou alors des narrations. C'est vraiment ma curiosité. Alors, je ne sais pas si c'est le langage de l'art, mais ce qu'on utilise beaucoup, en tout cas à Destination 27, c'est des dispositifs ou des outils qui permettent d'exprimer des envies, des désirs, de les faire émerger sans qu'on passe forcément par la construction, voilà, un peu planifiée. Enfin voilà, ça rejoint cette idée. En fait, on est dans un dispositif qui peut être un peu ludique et convivial, qui ne demande pas, peut-être de manière triviale, on pourrait dire, une prise de tête, mais tout simplement de pouvoir s'engager dans un échange et de s'exprimer aussi via le sensible, via les émotions. Donc on utilise par exemple beaucoup des photolangages pour permettre à des personnes de choisir quelque chose, une image, sans forcément devoir réfléchir, mais ensuite de pouvoir exprimer son choix et le pourquoi. On utilise, par exemple, avec des personnes, on a un projet à Vevey où donc c'est des personnes qui ont un handicap parfois assez fort qui les empêche de pouvoir s'exprimer par la parole ou par l'écrit. Et là, on a développé en fait des sortes comme des catelles un petit peu qui sont faits en bois par un ébéniste et puis qui ont différentes structures. Et en fait, les participants et les participantes vont choisir la catelle par le toucher. Donc en fait, c'est ce côté du toucher qui permet d'exprimer quelque chose. Donc on essaye comme ça d'utiliser différents outils qui permettent d'exprimer une envie, un désir, une émotion de cette manière-là. Et puis ensuite, alors, notre manière de travailler, c'est essayer de collecter cela et puis souvent de leur donner soit à une équipe de curation, par exemple au Fonds d'art contemporain, pour ensuite créer une exposition d'art à partir de ça. Donc ça, c'est une démarche qui est quelque part, je pense, a des échos avec ce qui est fait dans le Transsect avec ses cartographies sensibles, ou peut-être parfois avec un artiste ou autre. Mais c'est ces langages, je dirais que c'est aussi ce que ça peut créer chez nous au niveau de l'art et de l'expérience de l'art. C'est vraiment d'aller chercher là, ou je ne sais pas, mais pas forcément que là, quoi. Mélida. Je rejoins Iris dans pratiquement tout ce qu'elle vient de dire. Donc, sans faire répétition, dans mon métier, c'est vrai que le langage de l'art, c'est déjà le langage, la rencontre. Donc, les outils qu'on va utiliser, c'est d'aller à la rencontre des participants, c'est de créer des supports parfois de communication pour pouvoir faire passer son contact, avoir un petit mot sur le projet de manière à pouvoir être contacté rapidement si on a des participants intéressés.
Et puis, c'est aussi de s'appuyer, comme je le disais tout à l'heure, sur une création solide, une création artistique solide. Je vais prendre un exemple qui sera plus parlant que tous ces mots. Il y a quelques années, dans la région lyonnaise, j'ai participé à un projet qui s'appelle l'École de l'amateur. Donc, c'est via une plateforme de la Biennale d'art contemporain de Lyon qui s'appelle la plateforme Veduta. Donc, l'ouverture, la fenêtre, je crois, si je ne me trompe pas en italien, la Veduta. 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 En tout cas, c'est l'ouverture, l'idée de pouvoir ouvrir au-delà du territoire sur lequel un événement a lieu. Et donc, un projet très concret avait été créé dans une ville qui s'appelle Dessines. Donc, c'était un projet qui s'appelait le White Cube de Dessines. On parle du territoire, la valorisation et la perception du territoire par les habitants. Là, on s'était appuyé sur un outil très précis, on avait eu cette chance-là, s'appuyer sur une collection d'art contemporain existante. Donc aller à la rencontre dans un premier temps des habitants via des structures comme la médiathèque, le centre social, le centre de quartier, faire du porte-à-porte également pour aller à la rencontre des personnes. Et puis ensuite, on s'était appuyé sur une collection existante pour créer un véritable white cube dans le quartier des habitants à Dessines. Donc là, on s'appuyait bien sûr sur une collection existante, mais surtout sur la motivation des participants à eux-mêmes être commissaires d'exposition. Donc faire un choix parmi toute une collection d'œuvres d'art, des œuvres qu'ils aimeraient avoir dans leur quartier. Donc ils se sont prêtés au jeu de la rencontre avec le conservateur, différentes réunions pour pouvoir faire une sélection. Ensuite, après cette sélection des habitants, on a étudié la faisabilité des choses, des œuvres choisies, et finalement, on a réussi à aboutir à une liste d'œuvres qui allaient être exposées donc, dans ce White Cube, créé par une école de menuiserie locale. Et petit à petit, au fil des réunions, donc ces outils, ces rencontres avec les habitants, eh bien, le groupe a été, entre guillemets, accompagné, informé et formé pour devenir médiateurs de l'exposition qu'ils avaient donc au cœur de leur quartier. Donc là, c'est un exemple très précis où on a la chance de pouvoir s'appuyer sur une collection d'une institution qui est partenaire, mais c'est vrai que c'est en premier lieu l'outil principal et la rencontre, l'échange et puis le projet artistique. Merci. Ça m'a fait penser encore à la dimension de l'espace dans ces projets. Je me viens à l'esprit un cas particulier que j'ai eu l'occasion d'analyser, c'est le cas de Séoul en Corée du Sud, où tout un quartier a été pratiquement transformé par les habitants avec des interventions artistiques, on peut dire comme ça, de tout genre, plutôt visuels, vraiment, qui ont transformé un quartier un peu, comment dire, délabré de la ville de Séoul. Et le quartier s'est vraiment transformé, il est devenu plus, entre guillemets, touristique, et les habitants se sont de quelque manière appropriés du quartier, avec des aspects positifs et des aspects négatifs. Mais là, c'est encore autre chose. Est-ce que l'espace public ouvert, extérieur, a une place particulière dans les projets que vous, normalement, comment dire, menez, ou alors c'est quelque chose de relativement important. Et cela concerne toi aussi. Hein, je veux ton opinion sur cela. Donc, je ne me suis pas présentée tout à l'heure, mais je suis médiatrice culturelle depuis une quinzaine d'années dans le secteur de l'art contemporain, et j'ai une autre casquette à côté de mon métier de médiatrice. Avec 2 amis, nous avons monté une association qui s'appelle l'association Pigment et qui, elle, œuvre dans l'espace public avec une orientation art visuel, art urbain. Donc, oui, l'espace public, dans les projets qu'on monte avec notre association, a un rôle très important. Et donc on essaie de monter des projets où les habitants ont aussi leur mot à dire, car on oublie souvent qu'un artiste vient intervenir dans un quartier,
une dizaine de jours, une quinzaine de jours, mais ensuite il repart de ce quartier. Et les personnes qui restent dans le quartier, dans le lieu de vie, c'est les habitants. Donc nous, l'idée avec notre association, l'association Pigment, c'est d'avoir une concertation, des réunions avec les habitants, une présentation de l'artiste, de la démarche de l'artiste, et puis les écouter pour savoir vraiment ce qu'ils aimeraient avoir dans le quartier. L'idée ensuite, c'est pas de faire une commande à l'artiste et que l'artiste devienne seulement exécutant et de couper l'herbe sous le pied à l'artiste et à sa dimension créative, mais c'est de pouvoir prendre vraiment en considération les envies des habitants. Et dans ce contexte-là, on a récemment réalisé, avec l'aide d'un artiste qui s'appelle Jean-Marie Merle, une fresque murale d'une 60aine de mètres carrés dans un quartier d'habitation à Douvaine, donc en France voisine, où les habitants ont été invités à plusieurs reprises à parler de leurs envies, de l'histoire de leur quartier, de la perception aussi de leur quartier. Et il est vrai que pendant toute la durée du chantier, on a organisé des rencontres avec les habitants, entre l'artiste, les habitants, puis aussi entre habitants qui ne se connaissaient pas, qui vivaient dans le même quartier depuis 20 ans, sans forcément échanger. Et c'est là où on voit la force du projet, on va dire, participatif dans l'espace public, c'est qu'on n'a pas besoin de passer le seuil d'un musée, d'une galerie. L'espace public devient le musée, on va dire, à ciel ouvert. Et c'est vrai que pour ce projet-là, ça a très bien fonctionné, parce que l'artiste a aussi joué le jeu. C'est pas simple de devoir écouter toutes les demandes des habitants et en même temps garder sa créativité et son esprit artistique à lui. Donc c'est vrai que là, dans ce projet-là, l'espace public était vraiment un des éléments très importants. Et il est vrai que ça a un petit peu changé la perception des habitants sur leur quartier. Le quartier n'avait pas été choisi par hasard. C'est un quartier qui avait eu des difficultés quelques mois auparavant. Et il est vrai qu'aujourd'hui, des personnes s'arrêtent pour prendre en photo cette fresque murale. Les habitants sont très fiers de faire la visite commentée à leurs amis qui viennent. Et c'est vrai que ça change la manière de voir son quartier. Donc là, c'était la première fresque. On va essayer d'en faire d'autres dans ce quartier. Et là, on voit que l'espace public prend vraiment toute sa dimension. Et pour rebondir sur un autre projet qui était, lui, au Brésil, on parlait de ce quartier en Corée. Il existe une initiative à Recife où chaque dernier dimanche du mois, tous les graffeurs de la ville de Recife s'unissent, prennent le même bus et vont dans une favela différente. Et donc, ils choisissent la favela en fonction des lieux d'habitation, souvent des graffeurs, et ils vont revaloriser l'espace public d'une favela. Et à côté de ça, sont créées des initiations à la peinture murale pour les enfants, de manière très simple et sans chapeautage, entre guillemets, de structures culturelles ou de municipalités. C'est des initiatives citoyennes, participatives dans l'espace public, et ça se passe un peu partout. Mais cette initiative au Brésil, donc à Recife, existe depuis une quinzaine d'années, et ça s'appelle les Multirão. Donc j'ai un mauvais accent brésilien, mais ça s'appelle les Multirão. C'est donc le rendez-vous de la comunidade. Oui, je rebondis sur cette notion aussi peut-être de faire sortir l'art du musée, parce que c'est des fois pas forcément l'art qui peut être intimidant pour des personnes qui n'ont pas une familiarité avec les institutions culturelles, mais c'est l'institution culturelle, le musée, dont le seuil n'est pas forcément facile à franchir. Et le fait de faire venir l'art, de le faire sortir des musées, de le faire aller dans des lieux du quotidien, que ce soit la façade d'un immeuble de son quartier, ou là j'évoquerai justement le projet Art Truck qu'on a mené avec mon collègue Thierry, ici présent, à l'écoquartier de la Jonction, où l'exposition en fait s'est déployée dans 15 commerces et lieux de travail du quartier de l'écoquartier. Donc c'était autant à Péclo 13, donc un magasin de vélo, que dans une boulangerie, que dans une blanchisserie, où les œuvres ont été placées. Donc c'est pour peut-être retracer rapidement le projet, l'idée c'était vraiment qu'il y ait un groupe d'habitants et d'habitantes du quartier qui élaborent une commande, qui disent ce qu'ils souhaitaient comme exposition pour leur quartier. Ensuite, la commande est remise au Fonds d'art contemporain qui ont fait une proposition d'une centaine d'œuvres qui, selon elles et eux, correspondaient à cette demande. Et puis, c'est donc le groupe qui a choisi les œuvres qui seraient finalement placées
dans l'exposition, avec un petit aller-retour évidemment pour des questions de faisabilité, d'accrochage ou autre. Mais finalement, il y a donc près d'une cinquantaine d'œuvres qui ont été exposées dans tout le quartier. Mais c'était ce fait d'aller dans les lieux du quotidien, de permettre la confrontation avec ces œuvres en achetant son pain, en allant faire nettoyer sa chemise. Je pense que c'est aussi cet aspect-là qui amène finalement la convivialité, puis en fait qui crée aussi un espèce de parcours dans un quartier qui est appelé l'éco-quartier, mais qui considère que c'est ça le quartier. On a eu au tout début du projet, quand on était dans une phase un peu d'enquête, de comprendre ce quartier, en fait, on parlait de l'éco-quartier, puis en fait, les gens, on voyait bien qu'ils ne savaient pas de quoi on parlait, en fait. Nous, on avait une délimitation, on disait c'est ces 3 ou 4 immeubles, il y a le cimetière des Rois, puis c'est ces 3 immeubles, ça c'est l'éco-quartier. Mais en fait, les gens, ils nous disaient mais quel quartier ? Moi je suis plutôt tournée là-bas vers la jonction. Donc il n'y avait pas forcément la même notion. Et puis là, ça permet peut-être aussi de placer un peu des bornes comme ça, parce que du coup, il y a une exposition, il y a un livret, il y a un plan avec des numéros. Et puis les gens circulent en fait entre ces différents lieux. Et ça peut paraître... de prime abord, on peut se dire c'est un quartier, tout le monde connaît tout, mais en fait non. Il y avait des habitants qui ont participé, qui étaient dans les groupes, le groupe qui a suivi, qui était un peu le groupe commanditaire, mais ensuite le groupe curatrice et médiatrice. Je me reconnais totalement dans les termes que tu as utilisés et dans cette démarche. Il y avait des habitants qui étaient dans le même immeuble mais qui ne s'étaient jamais rencontrés. Donc en fait, ils se sont quand même rencontrés là. Ça a permis d'aller aussi voir tous ces commerces. Voilà, le petit bureau d'architecte, d'un coup, faisait partie de l'exposition, donc les gens allaient chez eux. Peut-être l'architecte, il venait travailler là, mais il n'y habite pas. Mais tout d'un coup, il rencontrait les habitants du quartier dans lequel il travaille. Voilà, il y avait toute cette mise en lien, en fait, géographique, du coup, entre des usagers ou usagères ou habitants, habitantes, qui se fait grâce à finalement un projet comme ça. C'est à toi. Oui, je pense que les exemples sont très parlants et ce que vous avez fait et vos activités est très important parce qu'on voit tout de suite que dès qu'il y a participation prise au sérieux, il y a ce qui se passe qu'on pourrait appeler un sentiment d'identification avec l'espace dans lequel on a mis ses mains. Amour, tu aurais dit, pour le lieu. Et cet amour est le début de tout ce qui fait la ville après, c'est-à-dire on se responsabilise pour le lieu, après qu'on l'aime, parce qu'on veut qu'il soit aimable, donc on devient civique, on se comporte d'une manière beaucoup plus attentive à l'égard des gens qui sont et qui utilisent le même espace. Je pense que ça, c'est vraiment la leçon de beaucoup de ces initiatives qu'on a vues, qu'on a analysées, et que plus tu vas loin dans le faire à ceux qui utilisent juste pendant une période de leur vie un espace, plus ces gens-là se sont quelque part responsables de l'espace. Alors ça peut être très moche de temps en temps, c'est des petits jardins où il y a ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, mais on discute 3 voisins ensemble, on veut faire un grill là, comme ça le soir on peut faire des choses, et il le plante, il le met, c'est pas très beau, mais on aime beaucoup plus le lieu après. Et pas seulement les 3 voisins qui ont fait ça, mais du coup, il y a des autres qui vont voir est-ce qu'on peut utiliser ça. Il y a rencontre, il y a discussion, il y a transformation. Et la majorité des architectes qu'on a vus, qu'on parle de comment aménager l'espace pour que ça plaise aux gens, me disent en fin de compte, le changement a lieu quand ils s'approprient du projet en le transformant, pas comme on l'avait pensé. C'est-à-dire, tu mets des géraniums sur ton balcon, c'est un truc stupide. Mais c'est typiquement quand tu fais quelque chose qui casse peut-être une esthétique pensée par de haut vers le bas, mais qui transforme l'espace dans un espace de vie et de vécu et d'identification. Dans la logique qui m'a le plus impressionné ces derniers temps et qui va un peu dans cette direction, c'est les initiatives de la Fondation 17 à Pristina. Je suis un peu marqué par ça, j'étais là ces dernières semaines et beaucoup de fois d'ailleurs aussi.
Ils ont des bâtiments que les gens n'aiment pas parce qu'ils ils les rappellent l'ancienne Yougoslavie et ils les rappellent des crimes de guerre. Donc vraiment des bâtiments que les gens, si tu leur demandes, il faut les enlever. Mais c'est des bâtiments de qualité en grande partie. Et donc du coup, la question, comment faire que ces lieux deviennent normalement central dans les quartiers, de nouveau aimés par les gens, et ils ont commencé juste à l'ouvrir, juste de nouveau à faire venir les gens, juste de nouveau à faire des services, à demander s'ils peuvent faire quelque chose, si quelqu'un a une photo à mettre là. Et ils ont, ok, là c'est toujours espace interne qu'ils appellent espace public parce qu'ils ont un problème avec l'espace externe, ça c'est un détail. Mais le résultat des affaires est toujours la même chose. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de participation et d'écoute, c'est-à-dire que les gens sentent qu'ils ont... Et ensuite, il faut décélérer l'environnement pour que cette rencontre soit possible. Donc, s'il y a des voitures qui passent devant, c'est très compliqué. Donc, dans l'ensemble, c'est un espace décéléré qui se transforme lentement par des petits signes ou symboles, là, je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux comme utiliser, qui viennent des gens qui habitent l'espace dans ce qui serait du coup le lieu qu'on aime et qu'on s'approprie. Est-ce que c'est artistique? Oui, quelque part, oui, parce que tu regardes le truc avant et tu le regardes après, tu dis, c'est mieux, tu te trouves, c'est cosy en partie, c'est sympathique parce qu'il y a des gens qui parlent. C'est peut-être pas dans une logique d'esthétique formelle qu'on peut l'analyser, mais en général, on a des transformations vers une amélioration. Il y a beaucoup d'expériences qui se font actuellement, c'est assez rigolo d'ailleurs, d'intelligence, qui travaillent avec l'intelligence artificielle. Donc, ils font des enquêtes chez les personnes, ils demandent comment tu aimerais avoir cet espace, les façades, etc. Ils donnent ce que ces gens racontent, de tout type, enfants, personnes âgées, ils donnent ça à l'intelligence artificielle. C'est des jeux, évidemment, pour transformer ça dans un espace, dans ce qui sortirait de l'espace. Et c'est régulièrement super baroque, super ludique, super rigolo, avec plein de verres, avec plein de... Il n'y a jamais des voitures, elles disparaissent immédiatement si tu joues avec ce type de choses. Alors, je ne dis pas qu'il faut demander à l'intelligence artificielle de faire les espaces, malgré ça, le but de ces exercices est de montrer que la contribution des personnes à créer des espaces de convivialité, de se sentir bien, demande beaucoup de pas en arrière de l'architecte et de beaucoup de planificateurs et peut-être aussi de ceux qui sont les artistes en fin de compte. J'ai une petite anecdote par rapport à ça, à l'écoquartier. Si on prend l'immeuble, donc je mentionnais tout à l'heure de la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social, où on a eu tellement de peine à arriver, finalement on a eu une participante et qui n'a pas réussi, qui n'a pas pu continuer tout le projet jusqu'au bout. En fait, c'est un immeuble où il y a vraiment, où tout est décidé par les architectes. Contrairement à l'immeuble en face de la Coda, où il y a beaucoup d'espace, où les gens peuvent mettre... où il y a un panier de basket dans le couloir, où il y a les chaussures sont dans les allées, etc. On voit que l'espace est pris et les habitantes se sentent autorisés. Là, en fait, tout est décidé. Tout est dessiné avec un petit design qui est sur chaque porte. Donc on ne peut même pas mettre son Père Noël ou sa main de Fatma sur sa porte parce qu'il y a le design de l'architecte. Dans la cour, on ne peut pas dépasser. Il y a des lignes qui sont mises par terre pour ne pas pouvoir mettre un... Donc en fait, on est dans là, c'est un dispositif d'habitation qui est tellement contraignant. En fait, c'est vraiment saisissant quand on le... Alors, il y a des raisons qui ont justifié... je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est tellement contraignant qu'en fait, on est dans un dispositif qui enferme complètement les habitants. Et je pense certainement que les personnes qui habitent là ont moins de disponibilité, peut-être d'intérêt a priori à participer à un projet tel qu'on le proposait, mais ils sont aussi dans un espace où tout est décidé pour eux. Et donc, c'était juste aussi cet écho quand tu parlais des géraniums tout à l'heure. Quand on ne peut même pas décider ce qu'on a sur notre porte. Ce qui est intéressant quand il n'y a pas le groupe association qui intervient d'une manière artistique, c'est les concierges qui négocient. C'est-à-dire, ok, tu veux mettre le petit arbre là devant de Noël à Noël, ou tu peux mettre les chaussures dehors, mais c'est de mettre que ça dérange pas l'entrée. Alors je trouvais ça c'est intéressant. C'était le groupe qui a travaillé d'étudiants sur
les tours de Carouge, les tours de Carouge, il y avait plus ou moins sur chaque étage des interventions tactiques des habitants pour le rendre plus vivable. Et ceux qui décidaient si c'est possible ou non, ce n'étaient pas les prérogatives qui venaient de nos bâtiments magnifiques, bien pensés, tout ce que vous voulez, mais c'était le concierge. Ok, ça on laisse passer, ça plutôt pas. Je trouve ça c'est intéressant. Donc ces figures qui négocient aussi comment se transforme l'espace, parce qu'ils connaissent l'espace, ils connaissent les habitants, ils sont toujours dans cette lenteur de petite transformation en fait qui caractérise ces lieux et qui le rend du coup sympathique. Et ça c'est beaucoup déjà pour créer du familiarité. Dire, sympathique le lieu, je connais les choses. C'est lui qui a mis ce poster sur la porte. C'est peut-être, il est iranien, donc voilà, on comprend. Donc tout ce type de dispositif crée après aussi discussion communautaire et crée appartenance avec toutes ces conséquences évidemment de civisme. Vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je dois dire qu'en écoutant vos interventions, ce sont deux concepts, on peut dire comme ça, qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est interstice, et donc c'est l'espace vide. On pourrait dire, on peut utiliser beaucoup de termes, mais je ne veux pas me lancer là-dessus. Mais interstice, je pense que ça rend bien l'idée, c'est quelque chose qui est laissé à l'initiative des gens qui sont vraiment, qui essaient de s'approprier de l'espace et donc de développer une appartenance à l'espace. Et là, c'est un peu notre travail sur la ville. Je pense que notre discussion, c'est vraiment très intéressant, m'a donné beaucoup de... Deuxième concept, tu as dit deux concepts. C'est l'appartenance. Ah, ok. Interstice et appartenance sont les deux. Pour moi, c'est très vraiment stimulant. Je pense, je ne sais pas Nicolas où on est. Je dirais pour conclure, qu'est-ce que vous voulez ajouter que vous n'avez pas dit les derniers mots très rapidement, mais très efficaces, comme ça les publics restent avec ce mot qui résonne dans la tête. En fait, la culture, elle est à tous et à toutes. Et ce qui, je pense, est vraiment important aussi, c'est d'être dans cette notion d'échange, en fait, entre ces différentes identités, entre ces différentes appartenances des personnes avec lesquelles on travaille, et de partir aussi des pratiques et de ce que c'est que la culture de chacun et de chacune. Nous, en général, on démarre tous nos projets quasiment avec une réflexion autour de qu'est-ce que c'est la culture. Et en fait, on a collecté plus de 300 définitions de la culture avec de tous les différents participants et participantes. Et en fait, il n'y en a aucune qui est la même. Par contre, cumulée, mise bout à bout, elle nous donne peut-être quelque chose de la richesse de ce que peut être la culture. Et en fait, c'est ça qui est magnifique. Et puis, je pense que quand on est dans une démarche participative, c'est vraiment aussi d'être... pas considérer la culture comme uniquement des productions artistiques qui sont reconnues et valorisées par l'intelligentsia artistique, mais vraiment de partir de la culture dans un sens peut-être plus anthropologique et de ce que c'est que la culture, comment les personnes la vivent, de quelles sont leurs pratiques, et puis de partir de ce point de vue-là pour construire ensemble. Merci. Mélida. Pour terminer justement sur ce sujet de l'art et la concertation, des projets participatifs, on a parlé beaucoup de projets participatifs avec des publics parfois ciblés ou éloignés des pratiques culturelles. Voilà, des projets participatifs avec un mélange de publics est largement possible. On peut le voir dans différents projets où ça fonctionne très bien et où les échanges justement de différentes cultures, les mélanges, les échanges que les personnes peuvent avoir fonctionnent très bien. On a souvent en tête le projet participatif uniquement pour un public éloigné, une structure sociale ou un public vraiment identifié. C'est largement faisable. Il faut bien qu'on garde ça en tête, que les projets participatifs
participatifs peuvent rassembler des publics qui sont très différents. Donc ça, c'est important pour moi de le préciser. Et voilà, je rejoins Iris, l'art et la culture sont pour tous. Chaque personne qu'on entend a une définition qui est bien personnelle de la culture. L'idée des projets participatifs, c'est d'un moment pouvoir faire corps, tous ensemble, en groupe. Merci. Sandro. J'aime rajouter une pièce à cette discussion, à ce puzzle qu'on a, parce que là, on doit quand même rassurer les personnes un tout petit peu. On n'est pas tous des artistes, mais on a tous la possibilité d'intervenir dans un espace. Et ce qui est important, je pense que c'est pas vu comme une histoire qui finit, non, c'est pas l'idée qu'on fait une intervention et puis c'est tout ok. On devrait trouver une manière de rendre la participation comme le cadeau à la personne qui arrive. C'est-à-dire, on arrive dans un nouveau appartement et tu dis à la personne, ok, maintenant tu fais partie de l'histoire de cet appartement, de cet immeuble. Est-ce que tu veux, ou serais-tu intentionné de donner un signe de ta présence quelconque? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as 3 mois de le penser. Si tu as rien, c'est pas grave non plus. Mais c'est-à-dire de offrir la possibilité de changer le lieu à tout le monde qui arrive dans un lieu immédiatement, pour pas avoir cette nécessité de dire, ok, ce quartier, il y a ça bouge trop mobilité, les gens l'aiment pas. Ils vont, ils viennent, mais qu'on offre tout de suite en fait la participation aux gens pour que ce projet d'intervention devienne un projet de construction, de narration du quartier. Voilà, c'était l'Iranien qui habitait ici il y a 6 ans, c'était l'Italien qui était là et qui est mort. Voilà, on peut s'imaginer ce qu'on veut, mais qu'il y a une espèce de construction continuelle. Et je pense que c'est ça un peu le grand pas qu'on doit faire un peu partout, d'entrer dans une logique d'infini, en fait, de ce qui est le travail de création d'appartenance. Merci. Un signal nous dit de conclure. Donc, je remercie beaucoup Mélida, Iris et Sandro. Et je remercie beaucoup aussi Nicolas qui a eu l'idée de cette initiative et de l'invitation. Merci vraiment beaucoup, et à tous les publics qui nous a écoutés jusqu'ici. Au revoir. Merci bien. Alors, c'était pas un signal volontaire, hein, je le dis. Est-ce que on va faire un petit temps d'échange avec le public? Donc, est-ce qu'il y aurait des questions pour nos amis? Non? Oui? Non? Alors, moi, j'en ai une. Est-ce que vous arrivez, alors plutôt sur le terrain, donc sur vos démarches, est-ce que vous arrivez à rendre compte de la démarche et à qui? C'est-à-dire que non pas juste du résultat, mais du chemin que vous avez parcouru et des méthodologies que vous avez posées. Donc, est-ce que vous arrivez à en rendre compte ou à les synthétiser et puis à les partager? Voilà comme on était nuls encore. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est pas simple, mais on passe souvent par des outils très basiques, hein, les bilans. Les bilans avec les participants, souvent quand un projet se termine, de faire un point avec eux, de savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, le pourquoi, du comment. Voilà, on essaie d'en rendre compte aussi, bien sûr, à la structure avec laquelle on est engagé, ou quand on est on va dire une dimension plus petite comme l'associative, eh bien d'en tirer les conclusions pour faire mieux la prochaine fois. Mais voilà, les outils, c'est les bilans, et c'est de voir pendant tout le temps du projet si la fréquentation finalement a augmenté, s'est amplifiée, si on a réussi à faire parler certaines personnes qui au début ne prenaient pas la parole. C'est un petit peu comme ça, on va dire. Le bilan, c'est très pragmatique, mais notre manière de se rendre compte si le projet a un petit peu fonctionné, c'est de voir comment les participants ont évolué le temps de ce projet. Ouais, je pense qu'en fait, le fait d'avoir... je ne sais pas si c'est rendre compte de manière exhaustive. Ça, je dirais la réponse est non, on n'y arrive pas. Mais par contre, d'avoir au moins des traces
qui puisse mettre en valeur l'implication des participants et participantes. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Et c'est vrai que ça peut prendre différentes formes. Un exemple, récemment, on a eu un projet pendant 2 ans à Première Ligne, donc l'association qui gère le local d'injection qui est neuf, qui est derrière la gare, là, l'espèce de container vert. Et donc c'est un projet qu'on a mené pendant 2 ans où on s'installait une fois par mois dans la cour devant le local d'injection avec des propositions qui étaient plutôt interactives que participatives parce que dû au public, en fait, on était plus juste offrir une proposition sur un moment donné et chacun pouvait participer avec le temps, la disponibilité, l'attention qu'il ou elle avait à ce moment-là. Et en fait, on a fait une exposition en novembre qui retraçait un petit peu justement les traces, les créations collectives qui avaient été faites avec les artistes qui étaient intervenus. Et c'est vrai que ça, c'était par exemple quelque chose qui est, je pense, est essentiel pour pouvoir rendre compte pour les personnes qui sont venues peut-être juste 1 ou 2 après-midi ou pour les contribuer, mais tout d'un coup, c'est une mise en valeur en fait. C'est aussi entendre parce que les gens s'expriment, font le cadeau de donner, de partager un point de vue, de partager quelque chose et en fait de mettre en valeur, là, ça a vraiment une importance, je pense, qui est très grande. On a fait parfois des vidéos sur les projets Art Truck. Là aussi, on en a une qui, moi, me touche à chaque fois que je la regarde encore avec des participants d'Aigues Vertes, donc des personnes en situation de handicap intellectuel, où justement des participantes qui étaient tellement timides, qui arrivaient à peine à s'exprimer au démarrage du projet, tout d'un coup prennent la parole devant la caméra. En l'occurrence, là, c'était la caméra de la RTS en plus, pour exprimer en fait le choix de leur œuvre et pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça signifie pour elles. Et en fait, là, ça, c'est des moments qui... Le fait d'avoir cette trace permet de valoriser, mais aussi de fixer, d'expliciter quelque chose, un truc qui s'est passé, on sait que ça s'est passé, mais tout d'un coup, là, tac, c'est là. Et puis on peut le partager, et puis ça peut être... C'est effectivement très, très important. Ouais. Les commandes qu'on fait dans les art trucks, par exemple, sont toujours aussi publiées et mises en valeur pendant l'exposition, dans un livret, par exemple, qui est dans l'exposition. Les gens peuvent aller voir d'où ça vient. Mais, ouais. Est-ce qu'il y a... Oui. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai une question justement par rapport à la pérennité. Vous parliez d'éternité, alors je pense à la pérennité. Tous ces projets que vous faites, à un moment donné, ils existent dans un lieu, avec des gens, dans un contexte. Mais est-ce que vous avez des exemples de projets, par exemple, où les gens se sont emparés et une fois partis, vous partis, comme les artistes partis, est-ce qu'il y a eu des fois où les gens se sont emparés, les habitants du projet, et ont fait perdurer ce projet à leur manière ? C'est effectivement un aspect qui est très important. Je pense que la durée, je crois que tu l'as mentionné aussi Sandro tout à l'heure, la durée, il y a aussi quelque chose, ça prend du temps en fait le participatif, donc d'être dans des durées plutôt longues et puis de réfléchir aussi. Alors comme nous on travaille beaucoup en partenariat avec des structures sociales, souvent la pérennisation elle se fait au travers du partenariat. Elle se fait au travers de pouvoir transmettre peut-être certaines pratiques qu'on a mises en place et pour qu'elles puissent perdurer une fois que le projet se termine. Peut-être parfois par des petites formations ou autres. On a eu par exemple, dans un premier projet qu'on avait mené au Centre de la Roseraie en 2018, il y a eu un comité culturel qui a été créé avec des participants qui faisaient des présélections de sorties culturelles qui étaient ensuite mises en votation pour l'ensemble du centre. Et là, ça a été ça a continué pendant un moment avec des participants et des participantes qui ont continué à animer ce comité culturel qui ensuite a malheureusement été victime du Covid comme d'autres choses. Mais ça peut arriver. Après, sinon, pour nous, c'est vraiment plus cette transmission, ce passage de relais au partenaire social et l'espérance que ça va continuer, que des choses vont être mises en place
l'EMS de la Terrassière, quand on a fait le premier projet Air Truck, il y a eu vraiment une animatrice sur place qui s'est sentie légitimée, en fait, je pense, par ce projet, qui s'est sentie portée. Il y a eu une étincelle enfin voilà, ça a vraiment, ça lui a donné peut-être le courage ou la légitimité de continuer les choses. Et elle a continué à avoir des rencontres autour d'artistes connus une fois par semaine. Elle a fait venir une artiste. Il y a eu un lien qui est resté avec le FMAC, avec des ateliers qui se sont faits sur place. Et puis, en fait, ils ont décidé de repeindre l'entrée où on avait mis des œuvres qui étaient pas forcément ce que des scénographes ou conservateurs rêvent comme espace pour accrocher des œuvres d'art contemporain. Donc, c'était plutôt assez baroque et coloré, et voilà, avec plein de déco. Et en fait, là, ils ont décidé, après l'exposition, donc c'était pas pour l'expo, mais après coup, ils ont décidé de tout repeindre en blanc puis d'en faire une galerie. Et puis de pouvoir ensuite y exposer, alors parfois autant des productions des pensionnaires de l'OMS que des artistes qui viendraient de l'extérieur. Donc ça, c'est des exemples en fait où voilà, il y a ça, certainement qu'il y avait l'envie avant, mais ça a permis un peu d'être le catalyseur pour que ces initiatives perdurent ensuite. Moi, je pense à un projet sur lequel j'avais travaillé il y a déjà quelques années. Un groupe d'habitants, donc toujours avec cette formule de l'école de l'amateur, des rencontres en amont et pendant un projet, sur une temporalité quand même de presque une année. Donc des liens qui se font, qui se soudent. Un des groupes de cette école de l'amateur s'est formé suite au projet, donc après notre départ finalement en association. Et eux-mêmes ensuite ont porté leur projet culturel auprès de leur commune et existe toujours donc dans un quartier qui s'appelle les Vernes, dans la banlieue lyonnaise, donc dans la ville de Givors. Et donc maintenant ça s'appelle Art Auvergne. Donc nous on est partis et ensuite ils nous ont envoyé des newsletters pour nous informer de leur vernissage. Et ça c'était une grande satisfaction. Ça c'est un projet voilà, où je me souviens où on n'existait plus mais on était après les invités. Donc ça c'était très agréable. Et puis un autre projet où on était aussi avec un groupe d'habitants, où une des idées du projet pour aller rapidement était de découvrir l'art contemporain, des structures, mais aussi des professionnels de la culture qui travaillent dans ces structures-là. Suite à un des projets sur lequel on a travaillé avec la Biennale d'art contemporain, deux des participants ont trouvé un métier dans le domaine culturel. Donc pour nous c'est encore différent de l'exemple précédent, mais c'est une vraie continuité. C'est des personnes qui aujourd'hui travaillent dans le secteur culturel, qui étaient un peu en rupture à une période, qui ont intégré des projets participatifs, qui ont trouvé un sens et via différents contacts continué leur carrière dans ce domaine-là. C'est les deux exemples que j'ai en tête comme ça. Une autre question peut-être? Non, je voulais répondre encore un tout petit peu plus loin à la pérennisation, parce qu'il y avait aussi un cas qui me venait à l'esprit par rapport au projet Art Truck de Destination 27, c'est que à Aigues-Vertes, dans le village d'Aigues-Vertes, où il y avait quand même déjà beaucoup d'espace à la base, mais Aigues-Vertes avait tenu à acheter un container qui se couplait avec notre petit camion musée de Destination 27. Et donc l'exposition avait été déployée dans le container également. Puis ils ont décidé de garder ce container après le départ du projet et puis d'en faire une salle d'exposition qui accueille maintenant, enfin qui a accueilli d'autres expositions que celles qu'on avait faites sur le moment à Aigues-Vertes. Puis encore un autre exemple qui me vient en tête, qui est beaucoup plus anecdotique, mais finalement beaucoup plus social, c'est que depuis qu'on a terminé le projet à l'écoquartier de la Jonction, donc c'était un projet en partenariat avec le Fonds d'art contemporain, il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément sensibles à l'art contemporain, ou même assez critiques, deux personnes d'un certain âge, et qui, depuis notre départ, se sont déplacées ensemble à la Biennale d'art contemporain en Italie, à Venise, et qui ont voulu rapporter ce qu'elles avaient vu là-bas aux autres membres et aux autres participants du quartier qui avaient participé à l'aventure au cours d'un apéro, et leur expliquer voilà ce qu'on a vu, et donc ont été sensibilisés quand même à ça. Et ça continue à tourner au sein du quartier, même après notre départ. Voilà. Je voulais juste vous citer encore ces deux autres exemples. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait aussi une autre question.
Oui, moi j'aurais été intéressée de vous entendre un petit peu parler des artistes en fait, dont on a peu parlé, j'ai l'impression, dans la discussion aujourd'hui. Donc j'aimerais bien parler un petit peu plus du rôle et de la place de l'artiste dans ces projets, comment vous les impliquez. En général, j'imagine que c'est plutôt des artistes qui viennent de l'extérieur, qui ne viennent pas des quartiers ou territoires concernés. Enfin, je pense que ça dépend des projets, mais voilà, comment les impliquer, quelle posture ils peuvent adopter par rapport aux habitants aussi, comment éviter d'arriver peut-être avec une posture un peu dominante ou je sais pas, voilà, quel rapport en tout cas avec les habitants. Et puis comment aussi garder, vous parliez Mélida de la question de garder la liberté artistique et puis de ne pas rentrer dans une sorte de logique de commande, donc comment aussi garder un petit peu cette logique-là. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des artistes, effectivement. On a beaucoup parlé de territoire, de participants, mais c'est vrai que le projet artistique, comme on le disait tout à l'heure, doit être solide pour pouvoir avoir un projet participatif qui tient la route. Effectivement, pour avoir un exemple en tête d'un projet sur lequel j'ai travaillé avec un artiste, d'un projet d'exposition chez l'habitant, donc dans une utopie architecturale, l'idée de créer un groupe d'habitants qui va accueillir chacun une œuvre de cet artiste invité. Dans ce contexte d'invitation d'artistes ou de résidence, là l'artiste vivait dans le lieu d'habitation des habitants et le choix de l'artiste est très important. On peut se tromper, c'est arrivé, des projets qui n'ont pas fonctionné. On peut aussi en parler, des projets qui ne fonctionnent pas, parce que pas tous les artistes sont forcément, ils sont intéressés par le projet participatif, de travailler avec des habitants, mais ils ne sont pas tous à même de le faire et d'être à l'écoute aussi, sans avoir l'impression de mettre un petit peu de côté leur créativité. Donc c'est toujours un compromis qui est pas simple, mais le choix de l'artiste est important. Ça, c'est souvent le travail aussi des programmateurs, des curateurs. Et nous, c'est vrai, après, sur le terrain, de laisser une place à l'artiste, et de créer des moments d'échange aussi, de planifier, d'organiser des moments d'échange entre l'artiste et les participants. Donc là, voilà, pour ce projet d'exposition chez les habitants, l'artiste invité a participé à différentes réunions, a été invité par les habitants, ce qui a permis à l'artiste vraiment de s'imprégner de l'histoire du lieu, de l'architecture du lieu, et de pouvoir avoir une vraie place dans le projet, mais aussi dans le cœur des habitants, et vice-versa. Suite à cette exposition de cet artiste chez ses habitants, donc une dizaine d'œuvres étaient exposées dans 10 appartements différents. L'artiste a tellement donné son âme pour ce projet qu'à la fin, il a donné les œuvres qu'il avait créées pour les habitants. C'était une exposition temporaire avec une ouverture des lieux le temps d'un vernissage commun auquel tous les habitants s'étaient prêtés au jeu. Et à la fin, l'artiste qui devait récupérer ces 10 œuvres pour aller dans un fonds d'art très connu, eh bien, il les a offerts aux habitants. Donc là, c'est toujours le choix de l'artiste est hyper important. Et puis, il y a une autre dimension associative avec, par exemple, l'exemple de la fresque murale. L'idée était de faire participer les habitants sur leurs envies, sur une thématique, mais pas forcément de bloquer l'artiste dans sa créativité. Donc là, c'est un compromis aussi, dès le départ, au début du projet. C'est de bien expliquer aux participants, on a une thématique qui a été quand même décidée avec l'artiste, et maintenant, vous allez nous faire part de vos envies. Et ces envies-là, dans la mesure du possible, vont être respectées. Donc voilà, c'est toujours d'être bien précis sur le début du projet et de bien choisir les artistes qui seront à même de travailler avec les habitants. À Destination 27, en fait, on n'a pas, alors moi, mes collègues me réagiront peut-être s'ils ont autre chose qui leur vient en tête, mais la plupart du temps, on travaille avec des œuvres qui sont déjà créées, en fait. Dans tous les, enfin, par exemple, dans Art Truck, c'est avec une collection d'art, mais d'œuvres qui sont déjà existantes. On fait parfois, il y a parfois un lien qui est fait avec les artistes, par exemple un atelier ou comme ça, mais qui est plutôt, voilà, c'est pas, on n'est pas dans une création d'un artiste ou d'une artiste
avec la participation du public la plupart du temps. On a des projets, mais peut-être Yannick, tu voudras en dire plus, par exemple, c'est ma collègue qui mène ce projet, avec l'association donc avec pour les victimes de violences en couple, où après pratiquement une année, les femmes qui participent à ce projet ont décidé qu'elles voulaient faire une performance dans l'espace public. Donc c'est quelque chose qui se fera pendant la fête de la danse en mai 2023 en partenariat avec l'ADC, avec l'Association pour la danse contemporaine. Mais en fait, donc là on a impliqué, on a demandé à une chorégraphe de participer au projet. Mais ce n'est pas tellement une pièce qu'elle va signer, enfin, où tu me corrigeras Yannick si je dis des bêtises, mais je pense que ce n'est pas vraiment une création qu'elle va signer elle-même comme une création, en l'occurrence c'est Caroline de la Cornière, mais plutôt elle est au service du projet, elle est au service du groupe pour les aider à faire leur création pour ce moment, avec ce qu'elle souhaite dire et les aider à le mettre en forme. Donc c'est vrai qu'on est plus, ou à première ligne, on a fait intervenir plusieurs artistes, mais qui étaient plus aussi au service des participants et des participantes, plutôt que dans une démarche personnelle d'une création où elles impliqueraient les participants et les participantes. Je ne sais pas, Yannick, si tu... Non. Si je dis des bêtises. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non, bah, je crois du coup on va... Ah, pardon. Merci déjà pour le partage d'expérience. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez dans le futur qui particulièrement vous touchent ou vous avez envie de partager? Sur quoi vous travaillez dans le futur? Alors, nous, on continue donc avec ces projets Art Rock. On en a un en cours là avec le Centre de la Roseraie. Donc, les commanditaires, c'est les personnes migrantes qui fréquentent la Roseraie, mais l'idée est vraiment d'échanger avec le quartier. Puis je pense que d'aller dans cette idée d'arriver à travailler avec un groupe, d'exprimer ce qu'ils souhaitent, mais aussi d'être dans la mixité. Ça, je dirais que c'est peut-être un des aspects qui est intéressant, qu'on a envie d'explorer peut-être un peu plus dans ces échanges-là. Et puis sinon, en fait, chaque projet nous motive, mais on part vraiment du groupe et on ne sait pas où on va, souvent. Avec Art Rock, on sait qu'on va vers une exposition d'art contemporain. Mais sinon, on ne sait pas, dans beaucoup d'autres projets, on démarre avec un groupe. On a démarré maintenant, par exemple, avec des enfants dans un foyer d'enfants. Donc, c'est des enfants entre 4 et 12 ans. Et en fait, au démarrage, on n'a aucune idée où on va. Et en fait, c'est cette découverte à chaque fois nouvelle, je dirais, qui nous motive plus que... Je ne peux pas vous donner des exemples précis, parce que c'est en fait les choses qui vont naître avec chaque groupe de participants et de participantes qui vont nous porter, plus que d'avoir une idée en tête d'un projet qu'on va vouloir mener, quoi. Je rejoins Iris, les projets sont en train de se faire, donc c'est difficile de citer un projet futur, mais en tout cas, là, on est en train de monter, donc l'association Pigment, un projet pour la revalorisation de 3 façades d'un quartier d'habitation populaire, donc en lien avec les habitants du quartier. Donc là, c'est un projet qui nous tient à cœur, qu'on espère amener à terme, mais on n'a pas de certitude encore à l'instant T. Okay, j'imagine que c'était plutôt orienté à vos projets, la question. L'association Pigment est en France voisine, côté Thonon-les-Bains et Vian-Douvaine. Et donc c'est projet sur... Pardon, je ne savais pas si le micro était désolé. encore... Sur les façades, c'est... Donc c'est en France voisine, Okay. donc la ville de Douvaine, Thonon-les-Bains, et puis d'autres petites communes à côté. Voilà. Très bien, merci infiniment, merci beaucoup d'être venu parler et d'être venu écouter et échanger. Si jamais l'exposition au commun reste un peu ouverte un peu plus tard, donc si pour ceux ou celles qui ne l'ont pas vue, on traverse juste la cour et puis vous pouvez la découvrir. Nous, on va y aller, on y sera aussi. Donc merci encore
Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures participatives et artistiques. Merci.